Donc bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence du réseau Énergie, qui est organisée en partenariat avec la Banque des Territoires et qui reviendra donc sur le programme SAR, qui est un programme qui vise à mettre en œuvre des actions d'information et d'accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des logements et des petits locaux tertiaires privés. Donc ce matin, les interventions que nous aurons vont présenter le déploiement opérationnel du SAR sur la région Grand Est avec la SEM Octave qui, dans ce cadre, propose un accompagnement des propriétaires donc sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique. Donc cette session, elle aura pour but de connaître le service d'accompagnement pour la rénovation énergétique et puis tout simplement de découvrir le dispositif Octave et son implication dans le déploiement opérationnel du SAR, comme je le disais, sur la région Grand Est. Donc, pour vous parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir M. Sébastien Ilouz, qui est responsable d'investissement efficacité énergétique du bâtiment au sein de la Caisse des dépôts, M. Maxime Langlais, qui est le directeur général d'Octave, M. David Lewandowski, qui est chargé de mission transition énergétique à la région Grand Est, et M. Olivier Thiel, qui est coordinateur de la Maison de l'Habitat et de l'Énergie au syndicat mixte du Pays de la Déodacie. Donc, bonjour à tous les quatre et bienvenue. Bonjour. Et alors, juste avant de céder la parole, je l'ai brièvement dit en introduction, voilà, vous avez un module de dialogue qui s'appelle Discussion sur la droite, qui vous permet d'échanger avec nous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions ou à rebondir aussi sur ce qui va être dit. On est là pour échanger, on est là pour partager. Donc, voilà, moi, de toute façon, je vous verrai, je vais prendre vos questions, je les poserai à nos intervenants qui vous apporteront des réponses. Mais voilà, n'hésitez pas lors des interventions à faire part de vos questions et à échanger entre vous. Donc voilà, je vais désormais laisser la main à Sébastien Ilouz pour sa présentation. Et puis je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Alicia. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour cette présentation du déploiement opérationnel du SAR sur le Grand Est. Voilà, et avec la SEM Octave. Donc moi, je me présente, je suis Sébastien Ilouz, je suis responsable d'investissement au département transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires, et puis aussi référent rénovation des logements privés, qui est un sujet que j'accompagne depuis de nombreuses années, avec grand plaisir. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour introduire cette présentation sur le déploiement du dispositif SAR dans le Grand Est et l'apport de la SEM Octave qu'elle peut avoir sur ce dispositif régional. Octave, c'est une traduction d'une volonté politique commune entre la région Grand Est, la Caisse des dépôts, Procivis et la Caisse d'épargne, d'offrir un service d'intérêt général pour la rénovation énergétique des logements privés. Donc Octave, c'est une réponse aux besoins et même, je dirais, aux demandes citoyennes, on l'a vu dernièrement, d'être véritablement accompagnés dans la transition écologique de leur logement. Donc véritablement, à la fois techniquement, effectivement, comme le disait Alicia, à la fois juridiquement, financièrement et aussi humainement accompagnés. Donc Octave, c'est une société d'économie mixte qui a été créée en juillet 2018, après plusieurs années de réflexion commune avec la région. Et puis, c'est aussi le produit, le fruit d'une série d'expérimentations locales qui s'est engagée depuis 2009 et construite sur la promesse d'un service d'accompagnement de l'habitat vers un habitat plus écologique, mais aussi plus confortable, plus sain et économiquement plus résilient. Je pense que c'est une dimension importante en ce moment. Et pour répondre à un besoin gigantesque, donc c'est 500 000 rénovations de logements par an, et à titre régional, on parle de 30 000 logements par an rénovés d'ici 2050, qui est un objectif qui a d'ailleurs été rehaussé depuis dans le cadre du schéma directeur régional d'aménagement et qui est porté à 45 000 logements par an, donc ce qui est énorme. Énorme aussi au regard de la réalité actuelle des rénovations, parce qu'on parle plutôt de 10 à 15 000 rénovations par an. En 2017, on parlait de 11 000 rénovations. Et quand on regarde dans le détail, en fait, parmi ces rénovations qui sont appuyées sur des déclarations fiscales de crédit d'impôt, une poignée en fait sont réellement des rénovations ambitieuses et ne sont pas juste des simples changements de chaudière ou remplacement de fenêtres. Mais on a actuellement de grandes opportunités qui s'ouvrent à nous et un contexte qui est
quand même plus que jamais favorable, hein. On a le dispositif France Relance qui va massivement quand même investir sur le sujet, dont un tiers qui va être consacré à la transition énergétique et écologique, et à peu près dans les grandes lignes 2 milliards pour la rénovation des logements privés. Concrètement, ce sont des aides qui s'adaptent, qui se transforment, qui se simplifient, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Les aides de l'ANA, le crédit d'impôt transition énergétique qui se transforme en MaPrimeRénov' de manière à simplifier les sujets de trésorerie. Un élargissement aussi de l'accès à ces offres, puisque c'est ouvert à tout type de propriétaires, occupants, copropriétaires, propriétaires bailleurs. Des bonus pour notamment permettre de booster la rénovation des passoires thermiques. Et puis, et surtout, on en parlera beaucoup aujourd'hui, l'accompagnement dans les territoires avec ce programme SAR, ce service d'aide à la rénovation énergétique, qui va pouvoir très finement sur l'ensemble des communes, des EPCI, pouvoir permettre d'ouvrir ces guichets et de répondre aux questions des particuliers, puis de les accompagner sur l'ensemble de leurs projets de rénovation. Donc, du côté de la Banque des Territoires, nous, on souhaite accompagner ce type de dispositif, hein, qu'on appelle des dispositifs de tiers financement. Et donc, on en a essaimé un certain nombre, souvent avec la collaboration des régions ou des métropoles. Et on va continuer parce que ça nous semble être un outil très prometteur et qui répond bien à ces besoins. Mais pour que ça fonctionne, eh bien, il faut qu'il y ait une articulation justement avec l'ensemble des territoires, hein, les communautés de communes, communautés d'agglomération, les métropoles, les communes, aussi les syndicats, et puis l'ensemble des secteurs associatifs qui contribuent à ces guichets info-énergie, à ces plateformes territoriales, pour travailler de concert et, comme on aime le dire, sans couture. Parce que c'est avant tout un projet qui va profiter au climat, bien évidemment, avec des rénovations ambitieuses qui vont réduire l'impact climatique des habitats, aux finances des ménages, parce que lorsqu'on est dans des rénovations importantes, on va quand même assez fortement réduire les charges énergétiques et aussi grandement améliorer le confort. Et puis, dans ce temps où le télétravail se développe énormément, les gens revisitent un petit peu leur logement et ont de nouvelles attentes. Et donc là aussi, c'est un moment important pour pouvoir profiter de ça. Et puis, bien évidemment, aussi profiter à l'économie locale, puisque ces rénovations, ce sont autant d'artisans, d'architectes, de fournisseurs locaux qui vont contribuer à tout ça et qui vont renforcer l'économie locale. Voilà, donc j'espère que cette matinée va vous permettre de percevoir toute la richesse de cette collaboration, qu'elle débouchera sur beaucoup de nouveaux échanges. N'hésitez pas à poser vos questions. Et maintenant, je laisse la parole à David Lewandowski, chargé de mission à la région Grand Est, Maxime Langlais, directeur général d'Octave, et Olivier Thiel, coordinateur à la maison d'habitat du syndicat mixte du pays Déodati. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis David Lewandowski, donc service transition énergétique à la région Grand Est. J'ai aujourd'hui deux casquettes, celui du chef de projet de déploiement du programme SAR, et puis l'autre casquette, c'est également l'animateur de la feuille de route bâtiment-logement conjointe entre la communauté de travail ADEME, DREAL et région. Donc je suis là pour vous présenter aujourd'hui le déploiement du programme SAR, et avant de le faire, je voulais donc vous présenter un petit peu quelques éléments de contexte comme l'a présenté Sébastien. Voilà, donc le programme SAR, c'est la résultante d'un certain nombre de facteurs pour la région Grand Est. Déjà, dans un premier temps, c'est la prise de conscience que si on ne fait rien, les factures d'énergie des ménages dans le Grand Est, qui représentent environ aujourd'hui à peu près 2,5 milliards d'euros d'achat d'énergie, deviendront insupportables, insoutenables d'ici quelques années. Et on est déjà aujourd'hui donc la région qui est la plus touchée par la vulnérabilité énergétique des ménages, c'est-à-dire donc les ménages qui sont juste au bord d'être en situation de précarité énergétique. Donc ces ménages-là représentent aujourd'hui à peu près 24%, 25% de la population du Grand Est. Donc si on ne fait rien, on court en gros à la catastrophe compte tenu de la rigueur climatique, de l'état du bâti dans notre région. L'autre facteur, c'est effectivement ce rôle de chef de file qu'assure la région dans le cadre de la mise en œuvre du SRADET. Et le SRADET, lui, reprend bien ces enjeux-là, dans le sens où l'un des tout premiers objectifs du SRADET,
le numéro 2 exactement, c'est donc de faire de la région Grand Est une région à énergie positive et à bas carbone, et de proposer dans ce cadre-là, de développer les partenariats avec les acteurs pour atteindre la rénovation énergétique complète du parc de logement du Grand Est à l'horizon 2050, à un niveau de performance énergétique compatible avec ces objectifs et la loi de transition, enfin la loi TECV, donc à un niveau bâtiment basse consommation, donc c'est-à-dire diviser par 3 la facture énergétique des ménages. Alors, une carte pour vous montrer qu'on ne part pas de rien. Depuis des années, la région et ses partenaires expérimentent avec les collectivités dans les territoires pour mettre en place des parcours d'accompagnement des ménages, des parcours qui ont presque aujourd'hui 15 ans, qui sont composés de 44 conseillers, donc Espace Info Énergie, de 30 territoires expérimentateurs avec des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, et donc un réseau d'acteurs très riche, très dense et très diversifié, qui aujourd'hui œuvre déjà sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc le programme SAR, c'est aujourd'hui effectivement pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est simplement un nouvel instrument financier qui va servir à maintenir et à renforcer l'existant. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, l'objectif, c'est dans un temps bref, au 1er janvier 2021, faire en sorte que dans tous les territoires, cette dynamique puisse continuer, que l'on puisse effectivement jouer un effet levier via les services publics sur les décisions des ménages en matière de rénovation énergétique dans le cadre de la mise en œuvre du SRADET. Le programme SAR, c'est avant tout donc un instrument financier qui est associé à un plan de déploiement. Et ce plan de déploiement, lui, finalement, c'est pour ça que je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est donc la mise en œuvre de cette feuille de route qui a déjà 2 ans maintenant, feuille de route conjointe entre l'ADEME, l'État et la région. Et donc la mise en œuvre du programme SAR dans le Grand Est a la particularité de ne pas finalement créer de rupture par rapport à cette position commune qui était déjà partagée avant. L'objectif de déploiement du programme SAR, finalement, c'est d'assurer une couverture complète du territoire avec des services d'accompagnement pour les ménages. L'objectif, c'est effectivement de pérenniser l'existant, de développer les actions dans les copropriétés où on observe aujourd'hui d'énormes défis à relever. C'est aussi donc faire en sorte qu'Octave puisse se développer et proposer ses services à l'ensemble des ménages dans les territoires. Le programme SAR en région Grand Est, c'est présenté en fait comme une fusée. Alors je sais qu'il y a une partie des participants qui la connaissent bien, cette fusée, et une autre qui la connaît moins. L'idée, c'est avant tout de partir sur l'idée qu'il va falloir coopérer tous ensemble. Et aujourd'hui, une des formidables opportunités qui est proposée par le programme SAR, c'est finalement de travailler sur le renforcement des partenariats entre les acteurs publics et les acteurs privés, puisque aujourd'hui, sans entreprise, sans artisans, on ne va pas pouvoir rénover ces bâtiments. Donc, on a dans les 2 premiers étages de la fusée tous les services publics qui sont là pour mobiliser et accompagner les ménages, faire effet levier sur leur prise de décision, et dans la coiffe de la fusée, tous les acteurs privés qui vont pouvoir proposer de l'accompagnement, et bien évidemment, dont fait partie la SEM Octave. Voilà cette vision pour le programme SAR. Dans la diapositive suivante, on a donc souhaité, pour déployer ce programme, fonctionner sous la forme d'un appel à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, le programme SAR, c'est un dispositif financier partenarial où il faut mobiliser des cofinancements publics, des cofinancements de la région, pour obtenir en contrepartie des cofinancements privés sous forme de certificats d'économie d'énergie. Pour pouvoir s'assurer de la position du territoire et de sa volonté de bien vouloir donc participer et entrer en fait dans le projet de déploiement du programme SAR à l'échelon local, on a souhaité interroger donc chacune des collectivités après une phase de concertation qui s'est fait dans des conditions difficiles en plein confinement et pendant les élections municipales, mais malgré tout, ça a réussi à fonctionner. Et donc aujourd'hui, depuis le 10 juillet, on a des territoires qui candidatent petit à petit pour se positionner dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt. Alors, on en est aujourd'hui à 13 candidatures reçues au mois de septembre et on attend le gros des candidatures au mois de décembre pour maintenir ce programme. Voilà, donc le principe
du programme SAR, c'est un dispositif financier, et le deal qu'on propose aux collectivités, c'est celui-là. C'est de dire que à partir du moment où le PCI veut bien mettre 1 euro sur les parcours d'accompagnement des ménages, la région va pouvoir aussi de son côté apporter 1 euro, et donc viendra en complément 2 euros pour les C2E du programme SAR. L'idée, c'est de créer un principe de réciprocité pour montrer aux collectivités que la région, finalement, elle est dans le même bateau et elle souhaite s'associer à la mise en œuvre du programme sur le territoire. Donc ce principe de réciprocité, c'est vraiment pour essayer de créer une dimension partenariale forte, de la simplicité aussi dans le déploiement du programme SAR, qui est réellement un programme compliqué à appréhender au niveau local, et ça, on en est vraiment conscient. Donc voilà, l'idée, c'est de dire la région peut venir à vos côtés et va faire effet levier avec vous sur le programme pour mettre en œuvre des services. Et si ces services se passent bien, la région pourra revoir à la hausse sa participation pour faire progressivement monter en puissance ses parcours d'accompagnement. Alors, vous avez aujourd'hui une cartographie qui est, on va dire, assez approximative. Vous avez en vert des choses qui sont sûres et certaines, c'est que ces territoires verts ont candidaté à l'ANI et aujourd'hui sont en cours de contractualisation pour bénéficier des fonds. Sur les parties orange, ce sont les territoires qui aujourd'hui nous ont confirmé souhaiter déposer une candidature au 15 décembre. Et sur les territoires blancs, des territoires qui aujourd'hui sont en cours de réflexion. Alors en pratique, cette carte elle a été réalisée pour un premier bilan à la fin du mois de septembre, et aujourd'hui on pourrait encore augmenter ces hachures jaune-orangé. Donc on a aujourd'hui une très forte mobilisation au niveau du Grand Est, les choses se passent bien, et on espère finalement au final avoir très peu de zones blanches vis-à-vis des EPCI. Voilà. Alors, quels sont les enjeux du programme SAR? Alors peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent les tenants et aboutissants, mais je voulais quand même faire un petit rappel. On a aujourd'hui donc cette fusée avec différents niveaux de services. Donc on espère sur les services de premier niveau, aller à 14 500 conseils personnalisés, 90 000 informations de premier niveau. On espère aussi donc proposer aux particuliers un certain nombre de services d'accompagnement. Et l'enjeu le plus fort, c'est effectivement de créer une coopération, une collaboration entre l'acte A4 qui relève des services publics en visite à domicile et les services proposés par la SEMOCTAV. Et tout le secret et la réussite du déploiement du programme SAR réside ici dans la bonne articulation et une bonne coopération entre les acteurs publics et les services de la SEMOCTAV, services également d'architectes ou de maîtres d'œuvre d'une manière générale. Sur la diapositive suivante, on voit qu'on a aussi un enjeu à développer donc, des services nouveaux au petit tertiaire. Et aujourd'hui, on peut dire que voilà, la page n'est pas blanche, mais on est vraiment au démarrage d'une nouvelle activité pour laquelle voilà, tout le monde va trouver sa place. Mais pour l'instant, on cherche aujourd'hui à définir des objectifs sur ce sujet, puisque c'est vraiment un sujet très très nouveau pour nous dans le Grand Est. Voilà, donc ce programme SAR, il va être associé à des démarches qui relèvent ce qu'on appelle des dynamiques de rénovation, donc tout un tas d'actions de sensibilisation, de communication et d'animation, programmes pour lesquels la région entend bel et bien soutenir les territoires, notamment sur le volet communication, en créant un effet levier entre la communication nationale qui pourrait être faite dans le cadre de la marque FAIR, de la communication régionale qui va être proposée aussi pour venir en appui des démarches des territoires, et enfin des communications locales qui pourront donc toutes faire effet levier et en force sur la mobilisation des ménages pour atteindre donc les objectifs qu'on s'est fixés tous ensemble. Voilà, donc pour mémoire, le programme SAR à l'échelon du Grand Est, c'est 14,7 millions d'euros de moyens financiers prévus pour venir en appui des dynamiques dans les territoires, dont une partie viendra donc de l'Europe, de la région, des collectivités et de financeurs privés qui ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à candidature qui a été réalisé par l'ADEME. Voilà, donc voilà, je voulais juste vous montrer donc les bandes de logo. Donc aujourd'hui, les 3 obligés qui ont été choisis pour abonder le programme SAR au niveau du Grand Est, donc c'est la société Zeller, Eni France et puis Esso Exxon France.
Merci beaucoup pour cette présentation. Pour le moment, je ne crois pas avoir de questions, mais en tout cas, j'interpelle une nouvelle fois les participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. On est là pour ça, bien évidemment. Il y aura d'autres temps de questions par la suite. Du coup, je vous propose peut-être d'enchaîner avec l'intervention suivante. Donc, Monsieur Langlais, si vous êtes prêt. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et de nous permettre de vous présenter à la fois le programme SAR, comme le disait David, et à la fois l'articulation que ça suppose et que ça met en place avec la SEM Octave. Octave est une société d'économie mixte qui a été créée en 2018. Qui a son siège à Strasbourg, dont la présidente est Madame Christelle Villers, notre vice-présidente à la transition énergétique. Et la mission d'Octave, c'est, Sébastien Hilou le disait tout à l'heure, c'est de massifier les projets de rénovation énergétique performants, et plus concrètement, c'est de contribuer à cet objectif qui est fixé par la loi de transition énergétique à la croissance verte, que d'atteindre un parc BBC à l'horizon 2050, et on voit que l'ambition est assez énorme. Puisque rien que sur la région Grand Est, c'est plus de 42 000, 45 000 rénovations lourdes à réaliser par an si on doit atteindre cet objectif. Et au rythme actuel, on n'est pas vraiment sur la courbe quand on parle de rénovation ambitieuse. Voilà. Aujourd'hui, Octave est composé d'une quinzaine de personnes. On est en perpétuelle évolution. Le but est de mailler l'ensemble du territoire du Grand Est avec des conseillers rénovation qui sont au cœur des territoires pour accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation. Et Octave est une SEM donc composée de 4 actionnaires principaux. La région Grand Est, évidemment, comme actionnaire principal, qui en détient 50%. Procivis Alsace, qui nous apporte tout l'accompagnement autour des ménages les plus démunis et qui gère notamment la caisse d'avance d'aide sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. La caisse d'épargne Grand Est Europe, évidemment, qui se pose ici en tant qu'interlocuteur privilégié pour le financement des projets. Et puis, bien entendu, le groupe Caisse des dépôts avec la Banque des territoires qui nous accompagne au quotidien. Octave, c'est une offre complète pour la rénovation à destination de l'ensemble des propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, sans condition de ressources. Aujourd'hui, frappent à notre porte toutes les typologies de propriétaires, évidemment, et l'offre que l'on met en place permet de répondre à chacun des profils. On est ici évidemment pour accompagner les propriétaires, mais on est surtout là pour venir accompagner les politiques locales de rénovation en mettant en place des outils Octave, des conseillers Octave au cœur des territoires qui ont cette ambition que de proposer un service complet de rénovation énergétique. On ne vient pas installer Octave sur un bureau, sur une place d'une métropole, là où il n'y a pas de politique ou d'ambition locale. On vient compléter bien souvent l'offre qui existe avec une équation que l'on essaie de mettre en place avec les politiques existantes et avec ce qu'il manque pour venir être complété par Octave. David le disait tout à l'heure, l'éventail des outils de rénovation sur le territoire du Grand Est est complet, voire des fois complexe. On parle d'une trentaine de plateformes. Il y a des associations qui accompagnent peu ou prou les projets, avec 44 précisément conseillers Espace Info Énergie. Donc on vient s'inscrire et faire de la dentelle pour venir s'inscrire spécifiquement dans chaque territoire en venant proposer l'articulation qui va compléter l'offre de la politique locale. Pour ça, on vient proposer aux propriétaires des outils et à la fois techniques et également des outils financiers, d'ingénierie financière pour permettre la rénovation performante. Et j'entends par rénovation performante tout ce qui n'est pas de la rénovation monolo. On sort de cette approche monolo où on ne change qu'une chaudière, où on ne change que les fenêtres. La rénovation dite performante concerne au moins la réalisation de 2 lots de travaux plus la VMC pour s'inscrire sur une trajectoire BBC qui mène vers cet objectif imposé par la loi de transition énergétique à la croissance verte. Et évidemment, ça ne se fait pas sans un réseau de professionnels, donc on vient s'appuyer localement sur les professionnels qualifiés RGE pour la réalisation des travaux. Donc là aussi, il y a un gros travail d'accompagnement de cette filière, de la filière des professionnels du bâtiment pour permettre la réalisation
et la bonne tenue des chantiers. Je vous remonte la carte, évidemment, sur l'ensemble du Grand Est. L'expérimentation Octave, qui a démarré bien avant 2018, a commencé d'abord sur l'Alsace, sur la partie droite de votre écran, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des conseillers rénovation qui sont en place sur tout le territoire alsacien, et puis au fur et à mesure du déploiement, des conventions avec les territoires, on vient mailler, on vient s'installer sur les territoires en proposant nos services aux territoires qui le souhaitent. Quand je dis en proposant nos services, il n'y a rien de financier dans les services que l'on propose au territoire, c'est simplement une convention qui définit le qui fait quoi pour venir compléter l'offre et pas venir s'installer à côté de ce qui existe. Le but n'est pas de faire des guichets uniques à côté de guichets uniques. Je le disais tout à l'heure, Octave, c'est des offres techniques et des offres financières pour permettre et pour mettre à la portée des propriétaires la rénovation énergétique performante. Et pour ça, on propose un accompagnement technique avec des scénarios de travaux qui visent le BBC. Et à l'occasion de nos visites, on reviendra peut-être sur le parcours tout à l'heure d'un programme d'accompagnement, mais à l'occasion des visites que l'on réalise chez les propriétaires, on vient systématiquement proposer le scénario idéal qui amènerait vers une rénovation BBC, et on vient adapter ce scénario pour en faire un scénario compatible techniquement, financièrement, avec ce que peut supporter le bâti et ce que peut supporter évidemment le ménage qui souhaite réaliser les travaux, sachant que ce scénario minimum ne peut pas descendre en dessous, pour être accompagné par Octave, en dessous de 2 lots de travaux, plus la VMC, étant entendu que moins de ça, il n'y a pas besoin d'accompagnement généralement, dès lors qu'on ne veut réaliser qu'un lot de travaux, le professionnel suffit. Je le disais tout à l'heure, on s'appuie donc sur des entreprises référencées, accompagnées, identifiées, j'ai presque envie de dire sélectionnées. On a une obligation de moyens sur les chantiers que l'on suit, et on doit garantir la bonne tenue du travaux, et donc pour ça s'appuyer sur des professionnels que l'on a un minimum identifiés, voire sélectionnés, sur lesquels on est garant de leur intervention. On assure un suivi de projet de A à Z, de la consultation des entreprises jusqu'à la livraison du chantier et le suivi des réserves, la levée des réserves. On verra tout à l'heure dans les offres qu'on a une offre avec une graduation des propositions qui viennent répondre aux besoins des particuliers, mais globalement on est capable, dès le départ de la réflexion, d'accompagner jusqu'à la livraison du chantier. Et on se pose en tiers de confiance avec évidemment l'étiquette de la région, avec l'étiquette de nos partenaires, qui, dans ce monde où on entend beaucoup de choses et un peu de tout et beaucoup de n'importe quoi, les particuliers, les propriétaires ont systématiquement besoin d'être assurés, d'être réassurés quant aux prestataires ou à la plateforme à qui ils confient le suivi de leur projet. Et on est là pour ça, pour également venir se positionner en tant que tiers de confiance, et ce n'est pas un vain mot que d'être tiers de confiance, pour expliquer aux propriétaires la manière dont ils peuvent réaliser et financer leurs travaux. Donc ça, c'est pour la partie technique. Et concernant la partie financière, on vient avec nos partenaires, Procivis notamment, préfinancer les aides. Alors préfinancer les aides, ça veut dire être capable de mettre sur la table, avant le démarrage des travaux, le montant des aides que peuvent mobiliser les particuliers, les propriétaires, et que ce soit les aides nationales, ex-crédit d'impôt, encore cette année pour certains, MaPrimeRénov' évidemment, les certificats d'économie d'énergie, voire les aides locales, puisque certains territoires contribuent à financer ou à participer au financement des travaux avec des primes locales. Donc on est capable de venir préfinancer ces aides pour l'ensemble des propriétaires. Et c'est une caisse d'avance d'aide qui est accessible à l'ensemble des propriétaires. Nous sommes un acteur obligé dans le jeu des C2E, ce qui nous permet très très tôt également de venir verser une prime qui correspond à la valorisation des C2E, enfin au C2E valorisable par le propriétaire. Donc via un contrat de cession de C2E, on vient là aussi préfinancer les C2E, ce qui fait que le préfinancement des aides et le préfinancement des C2E constitue un apport non négligeable pour le démarrage des travaux, et on voit que c'est un acte indispensable pour se lancer dans les travaux que de disposer de moyens financiers basés sur ces aides et sur ces C2E. Évidemment, en tant qu'intermédiaire en opération de banque, on s'appuie sur nos partenaires bancaires pour permettre un accès simplifié au financement du reste à charge. Ce financement du reste à charge étant bien souvent financé soit
par un éco-prêt à taux zéro, soit par un prêt travaux, soit par les deux cumulés. Et là, on s'appuie sur un réseau de partenaires pour faciliter et pour se simplifier l'accès aux particuliers sur leur financement. Rien n'empêche néanmoins les particuliers, les propriétaires, de faire appel à leur propre banque, à leur propre solution de financement, s'ils veulent plutôt passer par cet intermédiaire. Et on vient mettre en place une ingénierie financière pour permettre le décalage des échéances de prêt, pour permettre le paiement direct des entreprises et faire en sorte que la courbe des charges, de l'endettement lié au coût des travaux vienne croiser très très tard l'économie réalisée sur la facture d'énergie. Notre engagement, c'est évidemment payer vos travaux avec les économies d'énergie réalisées sur votre facture, sauf que pour faire les travaux, il faut avoir des économies, mais pour faire des économies, il faut faire des travaux. Donc on vient nous sortir les particuliers de cette boucle infernale en mettant en place des outils de financement et de l'ingénierie financière pour permettre la réalisation des travaux. On a pour ça construit une base d'offres d'accompagnement avec à la fois une assistance à maîtrise d'ouvrage purement financière. On est là dans le cas où on vient compléter un projet qui est suivi ou qui serait suivi par un maître d'œuvre. On a des gros chantiers sur lesquels les particuliers ou les propriétaires font appel à des maîtres d'œuvre privés et on vient nous compléter l'offre du maître d'œuvre, soit en sous-traitant, soit en co-traitance, avec une AMO financière qui permet à la fois de réaliser l'accompagnement à l'obtention des aides, qui permet la valorisation des certificats d'économie d'énergie, mais qui permet surtout le préfinancement des aides pour permettre le démarrage et la bonne tenue financière du chantier. On a le pendant de ça avec un accompagnement technique qui est proposé. Là, on est plus dans le cas où on accompagne un projet dans le cadre d'une acquisition-rénovation, quelqu'un qui vient d'acheter un bien et qui souhaite le rénover. Bien souvent, à l'occasion de son montage financier lié à l'achat, le propriétaire a bouclé son projet, son budget travaux, et donc il n'a pas besoin de nos services financiers. Il vient ici nous chercher pour avoir un accompagnement technique, pour avoir une visite préalable, une estimation de travaux, un accompagnement à l'analyse des devis, à la planification, au suivi des chantiers. Donc ici, on intervient en AMO, en assistance à maîtrise d'ouvrage, sur la partie technique. On a la combinaison des deux, qui est une vraie offre d'AMO, qu'on appelle accompagnement standard, qui vient cumuler l'accompagnement, l'AMO financière et l'AMO technique, qui est 80% de ce que l'on propose, évidemment, et qui, par effet d'aubaine, est moins onéreuse que les deux AMO séparés. Étant entendu que le coût de nos prestations ici, à la charge des propriétaires, est englobé dès le début dans le budget du projet, il est considéré comme un lot à part entière et financé comme un lot à part entière. Le but étant pas ici d'asphyxier les propriétaires avec un coût de prestation qui viendrait rendre encore plus compliqué la réalisation des travaux. Et puis, au regard de cet accompagnement standard, on vient proposer des options en fonction de la taille du chantier. Évidemment, on n'accompagne pas de la même manière un projet sur lequel il y a 3 lots de rénovation énergétique qu'un projet sur lequel il y a 5 ou 6 lots de rénovation énergétique. Et on vient ici proposer des options beaucoup plus techniques à la carte. Et la somme des options choisies en plus de l'accompagnement standard nous donne lieu ici à un accompagnement avancé. Donc on est ici pour quelqu'un qui prend un accompagnement standard avec toutes les options. Ça équivaut à un contrat de maîtrise d'œuvre. Et là aussi, maîtrise d'œuvre qui est graduée en fonction de la typologie et de la taille des chantiers. Le but étant ici de pouvoir couvrir avec ces offres-là vraiment le besoin propre à chacun. On n'accompagne pas dans nos territoires les rénovations de la même manière. On a un territoire très très vaste avec un bâti très très varié, évidemment, entre une maison alsacienne dans la banlieue de Strasbourg et une maison moins typique au fin fond du territoire de la vallée de la Bruche ou des Ardennes. On n'est pas sur des bâtis et sur du foncier de la même teneur, donc on vient ici adapter nos offres systématiquement. Évidemment, pour réaliser tout ça, on a un certain nombre de garanties que l'on met sur la table. Nous sommes agréés au titre de l'ORIAS en tant qu'intermédiaire en opération de banque. Nous sommes RGE, audit énergétique qualifié auprès de l'EPQIBI. Je le disais tout à l'heure, intermédiaire au gré des C2E
en tant qu'obligé. Et puis surtout, pour l'ensemble de nos missions, nous garantissons avec une assurance décennale l'ensemble des missions qui accompagnent les projets. On a un parcours assez classique de l'accompagnement du propriétaire. Il nous consulte bien souvent à travers notre site web ou à travers notre numéro vert. On assure un premier contact, soit qui arrive par ce biais-là, soit qui arrive par les conseillers Espace Info Énergie, évidemment, où là on a un premier niveau de qualification qui permet de répondre à certaines questions, d'identifier le besoin, d'analyser et d'expliquer les aides, et puis de comprendre le potentiel de rénovation, de manière à pouvoir soit orienter le contact vers nos conseillers rénovation qui, eux, derrière, viennent identifier un petit peu plus précisément le besoin et le projet, présenter le service Octave, expliquer les différentes possibilités de rénovation, vont jusqu'à faire une proposition de visite sur site. Évidemment, dans tous les cas, si le contact ne peut pas être traité par Octave pour n'importe quelle bonne ou mauvaise raison, on renvoie systématiquement vers les plateformes externes, vers le site FAIRE national, vers les conseillers locaux ou toutes les plateformes qui pourraient se trouver et qu'on a identifiées dans les territoires, les maisons de l'habitat, les ANA, les ADIL, les SOLIA, les associations diverses et variées. En tout état de cause, une fois que ces premiers niveaux de contact sont passés, on va jusqu'à proposer, et c'est là que ça commence réellement, une visite initiale, alors qu'on pourrait appeler audit, qu'on pourrait appeler état des lieux technico-financiers, peu importe. Le but est de passer 1 heure ou 2 sur le site avec les propriétaires pour faire à la fois une analyse technique, évidemment, de la compréhension du bâti, de son état en termes de fonctionnement, mais en termes de composition, comment il est isolé, mais également pour prendre en compte la problématique de vie du ménage qui l'occupe. Et au regard de ça, je le disais tout à l'heure, faire une proposition de travaux avec à la fois un scénario très ambitieux et à la fois un scénario de travaux adapté au regard des besoins et des possibilités technico-financières. Et on vient à partir de cette proposition de travaux faire une estimation du budget de travaux, lot par lot, faire une estimation des aides, évidemment, qui s'y rapportent, faire une simulation sur les économies d'énergie au regard des scénarios de travaux et regarder quel est l'impact financier en termes d'économie, de gains sur tel ou tel scénario. Et ça, c'est conclu par un rapport de visite que l'on remet aux particuliers, en même temps qu'une proposition de prestation et d'accompagnement de contrat. Et évidemment, ici, le particulier a tout le choix de faire ce qu'il entend, jusqu'à décider d'être accompagné par Octave. Et à ce moment-là, on vient lui proposer de signer un contrat tel qu'on les a vus tout à l'heure, contrat qui donne lieu à de l'intermédiation bancaire, au préfinancement des aides avant le début des travaux, et qui permet, si c'est un contrat lié de type maîtrise d'œuvre, à un suivi évidemment du projet jusqu'à la livraison du chantier. Voilà aujourd'hui ce qu'est le parcours d'accompagnement des particuliers, des propriétaires, dès qu'ils rentrent dans la boucle d'accompagnement d'Octave. Alors évidemment, si j'ai mis ça comme ça, c'est pour les comparer, ces actes ou ce parcours aux actes du SAR, et on voit bien que les deux premiers niveaux de parcours, les deux premières étapes du parcours sont assez similaires à ce que on pourrait considérer au titre des actes du SAR, et puis les deux autres étapes du parcours sont pour le coup les actes 4 bis et les actes 5, tel que l'impose le SAR, tel que le définit le programme SAR. Et on vient, je le disais tout à l'heure, proposer aux territoires qui répondent à l'AMI, à l'appel à manifestation d'intérêt du SAR et qui souhaitent s'inscrire dans ce programme SAR, on vient proposer notre convention, notre accompagnement à ces territoires pour venir compléter l'offre dont ils disposent déjà en local. Certains territoires disposent de tout un arsenal pour réaliser les actes et tous les actes d'accompagnement, y compris les actes 4, voire 5, parce qu'ils font appel à des prestataires privés qui existent. Puis certains territoires n'ont rien, n'ont même pas d'espace info-énergie ou de conseillers locaux pour réaliser les actes 1. Et puis beaucoup ont des conseillers, on parlait de 44 tout à l'heure, donc capables de réaliser les actes 1, les actes 2, voire certains actes 4. Et on vient, nous, dans ce cas-là, compléter l'offre pour offrir aux administrés un parcours complet pour qu'ils puissent parcourir l'ensemble des actes.
Donc on a plusieurs scénarios qui sont proposés au territoire pour une bonne articulation. Alors le scénario, c'est le premier scénario, c'est je le disais, c'est le territoire qui est organisé et qui n'a pas besoin d'Octave, donc on ne va pas passer de temps là-dessus. Le deuxième scénario qui est le plus rencontré, qui est le scénario où les premiers actes sont réalisés par le territoire et les actes suivants par Octave, avec un basculement sur l'acte 4 selon la typologie des travaux à réaliser. Donc là, il y a une discussion systématique avec les acteurs locaux pour voir qui fait l'acte 4, d'où l'intérêt pour nous d'avoir des conseillers rénovation qui se trouvent au cœur des territoires et qui discutent au quotidien avec les plateformes de rénovation, les conseillers FER, les conseillers Espace Info Énergie qui s'y trouvent. Alors j'ai mis l'acte 3 en pointillé, puisque l'acte 3, qui est un audit énergétique, n'a pas sa place dans notre parcours. On ne réalise pas d'audit énergétique au sens bureau d'audit. On vient faire une visite initiale, on fait une analyse technico-financière, mais on ne peut pas dire que cette analyse constitue un réel audit énergétique. D'autant plus qu'on a vu, pour l'avoir testé à plusieurs reprises, l'audit énergétique a beaucoup de mal à être financé et faire appel à un bureau externe pour réaliser un audit énergétique coûte cher, ça vaut entre 500 et 800 euros, et personne n'est prêt à payer un audit énergétique, en tout cas le particulier n'est pas prêt à payer cet audit énergétique avant de réaliser ses travaux. Par contre, il a besoin d'être rassuré, d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui se déplace chez lui pour avoir une explication des possibilités et des éventails de financement qui s'offrent à lui. Dans tous les cas, Octave se positionne sur ces actes-là en bonne intelligence avec les territoires. Notre modèle financier étant basé sur la prestation d'accompagnement, sur la vente de nos contrats, on explique au territoire que l'ensemble des actes reste valorisé et valorisable pour le territoire, y compris ceux réalisés par Octave, évidemment, et on vient compléter ça avec la valorisation, le préfinancement, l'ingénierie financière. Et puis on a quelques cas où les territoires n'ont pas d'outils à leur disposition, n'ont pas de parcours d'accompagnement de la rénovation énergétique, il y en a encore quelques-uns, et donc on est capable de venir organiser un service local pour proposer l'ensemble des actes. Et là, au cas par cas, on regarde comment on peut répondre vraiment à ce scénario-là. Pour faire simple ici, 3 scénarios, plusieurs actes qui sont valorisables à chaque fois, avec la possibilité d'aller jusqu'à proposer pour nous un accompagnement complet des territoires qui souhaitent s'appuyer sur Octave pour l'ensemble des actes. Alors ici, on parle des actes A1, A2, A3, A4. On parle bien des actes d'accompagnement de la rénovation des maisons individuelles aujourd'hui, de la copropriété demain, puisqu'on est en train de se positionner également sur l'accompagnement des copropriétés. Pour l'instant, on laisse volontairement de côté l'accompagnement du petit tertiaire. On est ici, nous, focalisés sur l'habitat. Et donc, on propose cette organisation sur l'accompagnement de la rénovation de l'habitat au territoire. Les questions, c'est le moment. On refera, je crois, une séance de questions-réponses à la fin. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc effectivement, j'ai reçu des petites questions, mais voilà, vous pouvez tous répondre, hein. Même si la question vous est posée maintenant. Si vous avez des éléments de réponse, n'hésitez pas à allumer votre micro et à y répondre. Donc du coup, moi je vais commencer. Donc je vais essayer de prendre vos questions dans l'ordre puisque j'en ai reçu pas mal. Question donc de Monsieur ou Madame Gaffé. N'y a-t-il pas de contradiction d'objectifs avec Esso Exxon? Bon, alors je rallume ma caméra. Effectivement, alors le programme SAR, ça peut effectivement poser question. Aujourd'hui, ce programme représente effectivement 50% du financement du déploiement des services à l'échelon Grand Est, et ces 50% de cofinancement privé nous sont vraiment indispensables pour maintenir les services. Ni les collectivités ni la région n'avaient les moyens financiers d'assurer la pérennité du service. Et donc on a été à la recherche
de solutions de financement pour fonctionner en 2021 depuis plus de 18 mois, suite à l'annonce du retrait en fait, de l'ADEME sur le financement de ces parcours. Aujourd'hui, le programme SAR, c'est quand même une mécanique pilotée par l'État, dans le cadre d'un partenariat fort entre l'échelon donc national et régional. Et certes, l'objectif, c'est de mobiliser des certificats d'économie d'énergie, mais les obligés, eux, finalement, ne peuvent être sollicités, si on le souhaite, que comme de simples cofinanceurs du programme. Donc on les associe en comité de pilotage régional, on leur présente en fait les avancées, on leur permet d'atteindre leurs objectifs propres en termes d'économie d'énergie. Et on pourrait en rester là. Dans le Grand Est, effectivement, dans le cadre de ce comité de pilotage, on a étudié d'autres pistes, notamment celle de communiquer ensemble, de travailler ensemble sur des actions de communication, utiliser notamment par exemple les stations essence de ces sociétés pour promouvoir les services d'accompagnement des ménages. Et aujourd'hui, c'est vraiment une coopération qui est très positive. Il n'y a pas de velléité de ces acteurs privés de vouloir, entre guillemets, mettre la main sur les services publics ou de leur demander de faire des choses. C'est un partenariat très ouvert et la mécanique nationale qui a été mise en place est vraiment très bien faite. Il n'y a pas sur le fond de risque d'interférence majeure entre l'action des services publics et ces cofinancements privés. Merci. Autre question, alors de Capucine d'Arceo cette fois-ci. Pourriez-vous repréciser à quoi a servi l'AMI ? L'appel à manifestation d'intérêt, donc c'était le moyen, si vous voulez, de bien valider le fait que les partenariats sont volontaires pour déployer ces services d'accompagnement. Le programme SAR, c'est quand même une transition qui est assez significative dans l'implication des collectivités. Dans le Grand Est, on avait effectivement tout un tas de territoires expérimentateurs pour développer des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, par exemple, mais sur le réseau des espaces info-énergie, ce qui avait été construit, c'est plutôt un savant équilibre avec des partenariats avec des structures associatives, etc. Et c'est vrai que sur le fond, le programme SAR, il a amené à davantage de collaboration et de coopération avec les collectivités. Pour pouvoir donc mobiliser ces collectivités et en même temps garder dans la barque l'ensemble des acteurs, on avait besoin aussi de confirmer cette intention des collectivités de s'engager dans le programme SAR, de déployer des services et surtout de voir de quelle manière elles comptaient associer ces différents opérateurs sur leur territoire pour assurer le service à la population. Et la voie qu'on a choisie après la phase de concertation, c'est effectivement de lancer un appel à manifestation d'intérêt, donc un dispositif de candidature ouvert qui permet aux services de la région, de l'ADREAL, de l'ADEME, de venir en appui de la réflexion des territoires tout du long de cette candidature, mais quand même à la fin de recevoir une vraie candidature en bonne et due forme qui acte vraiment la volonté ferme politique et financière du territoire de vouloir s'engager dans le programme. Je vous remercie. Alors moi, j'enchaîne avec la question de Valérie Patricia Rambaud. Pourriez-vous nous indiquer les actes gratuits subventionnés et les acteurs qui interviennent ? Alors, les actes gratuits, en fait, la plupart, pour la région Grand Est, le déploiement du programme SAR, c'est avant tout de mettre en place donc, des services publics qui, dans la mesure du possible, sont gratuits dans les territoires. Donc, tous les services du premier étage de la fusée, donc les actes A1, A2, sont des actes qui sont assurés gratuitement. Pour les actes A3 sur les audits énergétiques, là, soit ce sera une petite subvention ou effectivement un cofinancement du territoire ou une mise en relation du territoire avec un bureau d'études, mais il y aura forcément du reste à charge. On est sur le champ concurrentiel. Ce reste à charge pouvant être pris en charge par la prime rénov pour les ménages éligibles. Sur les actes A4, effectivement, il y a possibilité pour les territoires de faire du reste à charge. Mais pour le moment, l'immense majorité des candidatures qu'on a reçues et des discussions qu'on y a pu avoir, on est aussi sur de l'acte gratuit. Et puis ensuite viennent les services en fait qui sont proposés par la SEM Octave dans le champ concurrentiel, où là effectivement il y a du reste à charge pour le ménage.
Merci. Alors, autre question, quelle est la nature du lien entre les EPCI et la SEM? Oui, bah là, je pense que... Alors, je vais commencer, puis peut-être Maxime pourra le préciser juste après. L'objectif, c'est de stimuler la coopération entre la Octave et puis les collectivités. Donc, nous, à la région, on s'occupe de contractualiser sur le déploiement des services publics et on incite les territoires à réfléchir globalement sur leur parcours d'accompagnement. L'idée, c'est avant tout qu'ils réfléchissent à une feuille de route en matière de rénovation énergétique des logements et d'accompagnement des acteurs du petit tertiaire. L'idée, c'est que nous, on valide cette feuille de route et on les accompagne sur le cofinancement des services publics. Et après, on les encourage vivement aussi à s'associer avec des acteurs privés pour mettre en œuvre les services, notamment de niveau 3 du programme SAR, qui relève du champ concurrentiel. Et à ce moment-là, s'opère une discussion, des échanges pour construire quelque chose avec la SEM Octave. Et là, la région est en retrait. Et cette construction que l'on met en place avec les territoires se passe par l'intermédiaire d'une convention qui définit simplement le qui fait quoi. Ce n'est pas une convention financière, hein, parce que la mise en œuvre d'Octave dans les territoires est gratuite pour les territoires. Il n'y a pas de contribution financière de la part des territoires dès lors qu'Octave intervient sur son champ de prestations. Donc les conventions sont simplement les éléments qui définissent le qui fait quoi, la manière dont ça se fait, la manière dont est assuré le pilotage du binôme. Mais la nature de la relation avec les territoires passe par une convention simple qui définit le qui fait quoi, dans lequel il n'y a pas d'interaction financière entre les deux. Je voulais en profiter pour insister là sur cette notion de cohésion territoriale au-delà de la manière dont la mécanique peut se structurer. C'est que on sait qu'on a un problème de lisibilité, notamment pour les propriétaires, pour les habitants, sur l'offre de rénovation, sur la manière dont fonctionnent les subventions. Tout le monde y travaille, tout le monde maintenant a compris que c'était un véritable sujet, mais c'est vrai que faire changer je dirais, la mécanique de l'administration centralisée, tout ça, c'est très compliqué. On en parlait un petit peu avant déjà. Donc, on a déjà ce problème de lisibilité de l'offre. Il ne faudrait pas venir rajouter à ce problème de lisibilité de l'offre un problème de lisibilité territoriale. C'est-à-dire, vous avez la chance, tous les territoires l'ont pas, hein, d'avoir quand même un tissu assez riche avec un certain nombre d'acteurs qui chacun doivent s'organiser pour fonctionner ensemble. C'est extrêmement important que du point de vue de l'habitant, ils comprennent bien le qui fait quoi, donc qu'ils puissent se situer dans ce schéma, qu'ils puissent savoir où il en est dans sa démarche et qu'ils puissent connaître quels sont les opérateurs qui sont légitimes, les opérateurs qui agissent dans le cadre de la volonté des collectivités territoriales, dans le cadre d'un plan national, versus les acteurs qui surfent un petit peu sur la vague, sur ces ambiguïtés, qui proposent des choses pas toujours très sérieuses, qui aboutissent du coup à une grande déception des particuliers, voire pire, et qui du coup créent de la défiance. Et on sait que pour le passage à l'acte, ce qui est aussi important, c'est justement cette confiance dans les dispositifs. Donc c'est extrêmement important que cette lisibilité soit actée, inscrite par de l'articulation avec les EPCI, par ces conventions, que ça puisse s'énoncer clairement au niveau des habitants et éviter que ne s'immiscent entre ces failles, parce que la nature a toujours horreur du vide, des sociétés peu recommandables et que, au contraire, les gens redoutent de ce passage à l'acte qui doit au contraire être une opportunité pour eux. Voilà, je voulais juste insister sur ce point, ça me semblait important. Merci Sébastien. Alors moi je vous propose de continuer avec les questions. Donc une question qui nous vient de Capucine d'Arceo. Comment sont déterminés les ménages qui bénéficient d'une information premier niveau à un accompagnement plus complet, audit énergétique? Y a-t-il des critères de sélection? Le programme se décline de manière assez variée dans les territoires, c'est-à-dire que les intervenants, les opérateurs choisis par la collectivité pour mettre en œuvre le service, donc peuvent avoir chacun leur façon de fonctionner.
lorsque en fait, on est en contact avec les ménages, le mot d'ordre de la région, c'est effectivement de les inciter à aller le plus loin possible, donc de tirer vers le haut la demande des ménages, qui est souvent très très basique, hein, c'est à quel droit, quelle aide je peux avoir pour mon projet, ma chaudière est foutue, on m'a contacté pour remplacer mes fenêtres ou isoler mes combles, j'ai des questions très basiques. L'objectif, c'est justement de cultiver une relation de confiance avec le particulier pour l'emmener le plus loin possible dans le parcours. Parfois, les ménages ne se rendent pas compte des aides auxquelles ils peuvent prétendre et de la possibilité de coordonner ces dispositifs pour aller sur un projet en rénovation complète. C'est tout l'enjeu du programme SAR et c'est tout l'enjeu de cette coopération entre les acteurs publics et les acteurs privés du territoire que de tirer les ménages vers le haut. Donc l'idée, c'est d'attirer sur les actes de premier niveau, puis ensuite de les faire monter en gamme. Il y a des critères techniques, effectivement, pour la montée en gamme. Ils ne sont pas très importants. Le parcours est vraiment fait pour tirer les ménages vers le haut et c'est ça qu'il faut retenir. Merci. Alors, question cette fois-ci de Dimitri Guignon. Quelle est la nature de votre relation avec les banques? Intermédiation? Oui, aujourd'hui, nous sommes intermédiaires en opération de banque. Donc nous avons des mandats de nos partenaires bancaires pour pouvoir à la fois très très tôt, à l'occasion des visites initiales, réaliser des simulations de financement avec les outils classiques de nos partenaires bancaires, faire une simulation d'un éco-prêt à taux zéro, je vais y arriver, c'est assez simple, on connaît le taux, on connaît la durée maximum. Faire une simulation de travaux sur un prêt reste à charge, il faut qu'à minima on connaisse les grands principes de maturité et de taux, et donc c'est avec les mandats que l'on a de nos partenaires bancaires, en tant qu'intermédiaire en opération de banque, que l'on réalise ces financements. On va jusqu'à renvoyer les éléments vers des courtiers spécialisés derrière, si on s'aperçoit que nos partenaires bancaires ne sont pas en mesure de répondre pour tel ou tel cas. Par exemple, on a des banques qui limitent, par exemple, le financement à des questions d'âge. Il se trouve que sur le marché, il y a des solutions de financement, des banques privées qui réalisent du financement pour toutes les catégories. Donc on vient d'abord s'appuyer sur nos partenaires bancaires avec notre mission d'intermédiaire, et puis on va chercher la solution quand elle n'existe pas simplement à notre portée. Mais oui, nous sommes intermédiaires. Merci. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur le PowerPoint, donc je vous rassure, le PowerPoint comme la VOD seront disponibles sur Ideal Code d'ici le début de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez les retrouver sans souci. Donc, moi, je continue avec les questions. Donc, cette fois-ci de monsieur ou madame Gaffé. Est-ce qu'il y a une garantie de performance et un suivi post-travaux? Alors, il y a une garantie de moyens. Il n'y a pas de garantie de performance, puisqu'elle est impossible à atteindre, à mettre en œuvre cette garantie de performance. Impossible. En tout cas, la mise en place d'un contrat de performance énergétique, puisque la garantie de performance ne peut être constatée et encadrée à travers un contrat de performance énergétique, nécessiterait beaucoup d'investissements. Je m'explique. La mise en place d'un contrat de performance énergétique nécessite d'abord de faire un audit pour constater le fonctionnement du bâti, le fonctionnement du ménage quant à l'usage de ses appareils et de son chauffage. Donc ça sous-entend de faire un audit, et plus qu'un audit, d'avoir une analyse sur un temps assez précis du fonctionnement du bien. Ça nécessite de fixer des contraintes lourdes aux entreprises qui interviennent en leur faisant respecter, en leur demandant de respecter des choses au-delà du raisonnable. Même si on s'applique à les accompagner sur le chantier et à faire en sorte que les entreprises qui interviennent en tant que bons professionnels. On est là pour ça, et on vient sanctionner d'ailleurs leur intervention avec des tests d'étanchéité à l'air pour vérifier que le cahier des charges est bien rempli. Et une fois que les travaux sont terminés, la mise en place, si on devait mettre en place un contrat de performance énergétique, ça nécessiterait d'équiper le bien, de l'instrumentaliser avec des moyens de mesure pour vérifier que les consignes de chauffe, que les consignes d'usage soient respectées, et que ce sont bien ces consignes qui donnent lieu à l'économie d'énergie. Donc on voit que la question d'obligation, d'objectif quant à la performance énergétique après travaux, elle est complexe à mettre en œuvre et nécessite un surcoût qui est rarement envisageable. Et on dit simplement qu'à travers nos scénarios de travaux qui sont éprouvés, à travers l'articulation des lots et l'accompagnement, on sait dès le départ
expliquer qu'un scénario de travaux donné, on va chercher telle ou telle réduction sur le prix de la facture et on vient derrière prendre en main ou aider à la prise en main du bien pour vérifier la bonne réalisation des gestes, des éco-gestes. Mais après, on n'est pas derrière les propriétaires. La rénovation BBC n'est jamais liée à l'usage que fait le propriétaire de son bien. Elle est toujours que très, très, très théorique en regardant une consommation idéale. Donc, c'est difficile de pouvoir faire des promesses quant au contrat de performance énergétique. Simplement, on s'aperçoit et on le voit, la bonne tenue du chantier, d'où l'intérêt de s'appuyer sur des partenaires sélectionnés, et la vérification de la réalisation des scénarios de travaux tels qu'on les préconise suffit à atteindre la performance. Merci. Question de Valérie Patricia Rambaud. Quelle place au test d'infiltrométrie? Je n'ai pas entendu le début de la question. Quelle place au test d'infiltrométrie? Alors, le test d'étanchéité à l'air, c'est ce que je disais, le test d'infiltrométrie intervient en fin de chantier. Donc, le test d'infiltrométrie qui consiste à mettre la maison qui est rénovée sous pression ou en dépression pour vérifier les fuites d'air. Et on dit qu'une maison est BBC quand elle a des fuites d'air très, très, très limitées. Une fuite d'air sont les pompes thermiques, bien souvent, que l'on constate entre les différents lots, la gestion des interfaces. Donc, on ne peut faire, évidemment, qu'un test d'étanchéité à l'air, un test d'infiltrométrie, que quand tous les lots de rénovation sont traités. On ne fait pas un test d'infiltrométrie quand on n'a pas isolé les murs. On ne fait pas un test d'infiltrométrie quand on n'a pas changé les fenêtres. Donc, alors, il peut être fait à caractère pédagogique, mais on vient réaliser un test qui vient sanctionner ou valider les travaux uniquement sur les lots, sur les rénovations complètes. Et dès le départ, sur les rénovations complètes, on vient viser un niveau de test d'infiltrométrie. Et à l'occasion du test d'infiltrométrie, on vient vérifier si on a atteint ce niveau ou pas. Et si on n'a pas atteint ce niveau, les entreprises ont obligation de venir corriger les points complexes pour venir atteindre ce test les objectifs fixés par le cahier des charges initial avec le niveau que l'on doit aller chercher sur le test d'infiltrométrie. Et alors justement, une petite question complémentaire de Mathieu RL qui dit « Pas de test durant le chantier ». Alors, le test d'infiltrométrie intervient non pas tout à fait à la fin, mais avant les phases de finition du chantier. C'est difficile de faire un test d'infiltrométrie tant que tous les lots ne sont pas traités. Encore une fois, faire un test d'infiltrométrie une fois, quand les fenêtres viennent d'échanger alors que le toit ou que la dalle et que les murs ne sont pas isolés, ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, c'est difficile à mettre en œuvre. Donc oui, ça intervient une fois que les lots sont terminés avant la phase de finition. Finition étant entendu peinture, placo, bien souvent plâtrerie, puisque vaut mieux corriger ou déplacer ou changer une fenêtre avant que les finitions soient faites, une fois que tout est livré. D'accord. Alors, autre question donc de Valérie Patricia Rambaud. Est-ce que vous valorisez le coup de pouce performance énergétique, donc gain de 55%? Oui. Est-ce que dans ce cas, les conseillers se rendent à domicile dans certains cas? Alors, dès lors qu'il y a un projet de travaux ambitieux, nos conseillers se déplacent à domicile. Après, si c'est simplement du coup de pouce chauffage, là, ça rentre dans la sphère du service public avec les conseillers FAIRE qui, pour certains, se déplacent, pour d'autres pas. Mais quand un conseiller rénovation Octave se déplace, c'est parce qu'il y a autre chose que simplement un lot de chauffage à traiter. D'accord. Alors, il me restait une question donc, de Capucine Darcéo. Sur le plan de financement, est-ce que les EPCI payent par rapport à un nombre d'actes conventionnés en amont ou est-ce que c'est un coût global par habitant? Quid des frais de structure du conseiller? Alors, pour l'intervention d'Octave, cette intervention donc, ne coûte rien pour la collectivité. C'est vraiment un service complémentaire
qui est proposé dans le cadre d'un partenariat. Et effectivement, sur les actes du programme SAR, il n'y a pas de cofinancement demandé aux collectivités. La particularité donc, du montage qui se cache derrière, c'est qu'Octave bénéficie d'un financement européen ELENA, proposé donc par la Banque européenne d'investissement, pour développer son activité à l'échelon du Grand Est. Et c'est ce cofinancement européen qui du coup vient boucler l'équilibre budgétaire sur le programme SAR, dans le cadre de coopération entre les territoires et la SAMUCTAV, bien sûr. En fait, pour être tout à fait précis, sur les actes 5, l'argent public qui permet de déclencher la valorisation des actes par les C2E du SAR, la région considère que c'est le programme ELENA qui est contributeur de cet argent public pour déclencher la valorisation de l'acte du SAR. Mais il n'y a pas, encore une fois, de contribution sur ces actes 4 et 5, de contribution des territoires vers Octave. La seule contribution des territoires est faite pour les actes A1, A2, A4 dans certains cas, au regard des engagements et du coup des dépenses qu'elles mettent en face de la contribution de la région pour déclencher le financement, la valorisation de l'acte du SAR. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Du coup, je vous propose de poursuivre et donc de passer la main à Monsieur Olivier Thiel. Et donc, en attendant, à tous les participants, continuez de nous faire part de vos questions. Nous ferons bien évidemment un autre temps d'échange juste après. Bien, bonjour à tous. Alors, je vais juste me présenter avec différentes casquettes, entre guillemets. Donc, Olivier Thiel, je suis ici en tant que coordinateur de ce qu'on appelle la Maison de l'Habitat et de l'Énergie, donc qui est portée par le Pays de la Déodacie. Et j'ai une autre casquette qui est la direction du pôle attractivité du territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, donc pôle qui chapeaute notamment toutes les politiques de l'habitat. Alors, juste pour précision, pour les personnes qui ne seraient pas de la région, Saint-Dié-des-Vosges ou le Pays de la Déodacie, c'est l'est de la région Lorraine, exactement limitrophe avec la région Alsace, mais avec des conditions économiques qui sont très différentes. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter dans la suite de la présentation de David et celle de Maxime, c'est vous expliquer un peu l'historique de comment on a créé cette maison de l'habitat et de l'énergie et comment nous, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème autour de la rénovation et comment on en arrive à notre candidature à la MISAR et au partenariat avec Octave. Donc en fait, pour reprendre l'historique relativement rapide, c'est un programme, nous, la Maison de l'Habitat, qui a commencé dès l'année 2012, qui était initialement porté par la Maison de l'Emploi de notre territoire, qui avait pour objectif de faire monter en compétence les entreprises de la filière bâtiment, puisque c'est l'émergence des écomatériaux, l'émergence des certifications, etc. Et s'est posé la question à ce moment-là de comment est-ce qu'on allait réussir à appâter ou attirer les entreprises pour les faire monter en compétences, justement. Avec deux possibilités, soit c'était des réunions très classiques le soir, en prêchant la bonne parole, allez-y, formez-vous, ce qui aurait pu être une possibilité, mais on sait que ce n'est pas forcément ce qui fonctionne, ou alors de prendre la chose un petit peu différemment en se posant la question de qu'est-ce qui va intéresser les entreprises, qu'est-ce qui ferait qu'on arriverait à les convaincre de monter en compétences. Et on en est arrivé assez rapidement à la conclusion de se dire que voilà, si on est en capacité de leur apporter un marché, concrètement de leur apporter du chiffre d'affaires, elles seraient beaucoup plus sensibles à ces questions de montée en compétences de leurs salariés. Et c'est à cette époque-là que le programme Habiter mieux a été lancé par l'ANA et on s'est penché sur la question de comment est-ce qu'on pourrait adapter le programme Habiter mieux sur notre territoire. Donc le point d'entrée, c'est vraiment la montée en compétences, comment on apporte un marché aux entreprises. Et en analysant justement ce programme Habiter mieux, on s'est aperçu qu'il y avait certaines failles, entre guillemets, ou certains dysfonctionnements, notamment sur notre territoire. Et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait améliorer ce programme qui existait au niveau national, comment on pouvait l'adapter au territoire pour vraiment avoir l'apport qu'on souhaitait et pouvoir apporter ce marché aux entreprises. J'y reviendrai juste après, mais je prends un exemple très bête. Sur le territoire de la Déodacie, ou sur la région Lorraine au sens large, Procivis n'existait plus à cette époque et on n'avait pas cette possibilité de préfinancement. Donc on s'est posé sur la question de dire comment est-ce qu'on arrive à préfinancer les aides pour les particuliers pour qu'ils n'aient pas à avancer la totalité de la somme, même avec des subventions importantes. Donc ça, c'était la deuxième étape. Et une fois qu'on a réussi à mettre ça en route, le troisième niveau, c'est de se dire,
Aujourd'hui, on accompagne via le programme Habiter Mieux et l'espace Impôt Énergie différents types de particuliers. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas éligible aux aides de l'ANA qu'on sait absolument tout faire, qu'on a des moyens extraordinaires et qu'on va réussir à faire une rénovation qui soit performante, correctement faite, etc. D'où ce on a appelé l'élargissement de notre cible. C'est des termes qui sont presque très marketing, mais c'est vraiment ça. La possibilité d'ouvrir notre programme à tous les types de propriétaires, et on a mis en place un dispositif qui s'appelait à l'époque le programme Rénover mieux en Audacie, où on apportait un accompagnement spécifique des propriétaires, pas nécessairement que sur le volet financier. Alors, et du coup, on en est arrivé au programme SAR et à Octave. Je vais juste revenir sur Habiter Mieux en Audacie pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a fonctionné, comment on l'a construit, et puis surtout les résultats que ça a pu apporter. Ça donne un petit peu cette philosophie. Nous, le choix qu'on a fait avec l'aval des élus, bien sûr, c'était d'avoir déjà un accompagnement vraiment renforcé des ménages sur les aspects administratifs, techniques et financiers. Ne pas juste se contenter d'avoir une visite via un bureau d'études qui fait une visite à domicile ou pas, qui l'a fait plus ou moins bien et qui monte un plan de financement très rapidement. Nous, c'était vraiment, on reçoit chacun des propriétaires, on va voir chacun des propriétaires, on fait l'audit thermique, on l'accompagne dans l'interprétation des résultats de ces audits. Alors l'audit, vous voyez, j'ai précisé STD, donc simulation thermique dynamique, parce qu'on ne voulait pas se contenter d'un simple DPE qui est l'obligation ANA, mais on voulait aller plus loin pour avoir des travaux qui soient les plus performants possibles. Voilà, et tout ça, on a choisi de le faire en régie. Donc, on a monté une équipe qui, aujourd'hui, est constituée de 4 personnes qui accueillent les propriétaires et qui mandatent des bureaux d'études spécialisés pour la réalisation de ces audits. Donc, une fois que ces audits sont réalisés, comme je le disais, on explique les différents scénarios de rénovation, les différents scénarios de rénovation, pardon, aux propriétaires. On a mis en place 3 scénarios. Le premier, c'est ce qu'on appelle un pack SOS, donc c'est le gain minimum de 25% pour bénéficier des aides Habiter Mieux. On a un niveau intermédiaire qu'on a appelé pack Eco, qui permet d'atteindre 45% de gain énergétique, et puis le pack qu'on a appelé Eco Plus, qui permet d'aller beaucoup plus loin, on s'approche de la rénovation globale. C'est ou un gain supérieur à 55% ou l'atteinte du niveau PBC rénovation. Alors, je vous ai dit qu'on accompagnait par rapport aux audits thermiques. On peut aussi accompagner les propriétaires par rapport au choix des entreprises. Alors, on a mis en place une charte avec les entreprises volontaires du territoire. Hein, c'est pas, on n'impose pas les entreprises. C'est plus si un particulier souhaite, ne connaît pas les entreprises d'isolation par l'extérieur, ou des choses comme ça. On est en capacité de lui fournir une liste d'entreprises qui ont signé une charte. Alors, c'est plutôt une charte de bonne pratique sur des coûts maîtrisés, des délais respectés, etc. Limiter les effets d'aubaine, justement, mais ça nous permet surtout de référencer les entreprises sur le territoire. Et comme je le disais tout à l'heure, et là on s'approche un petit peu de ce qu'évoquait Maxime avec Octave, depuis 2013, la collectivité, donc aujourd'hui c'est le PETR, porte le préfinancement des subventions pour les particuliers. C'est-à-dire que, alors tu vas un tout petit peu trop vite Maxime, c'est-à-dire que le préfinancement, c'est le PETR aujourd'hui collecte les subventions de l'ANA et des collectivités locales, donc régions, départements et EPCI, pour le compte de particuliers, et c'est la collectivité qui règle les entreprises pour le compte du particulier. C'est tout bénéfice pour tout le monde, pour le particulier en premier lieu, puisque comme je le disais, il n'a que son reste à charge à sortir et pas la totalité de la somme à avancer. Et on a aussi ce côté très rassurant pour les entreprises de dire, eh ben, certes, c'est un public social avec des fois des difficultés financières, mais c'est la collectivité qui porte le financement. Donc, en gros, je vais être très familier, mais j'ai la certitude d'être payé parce qu'on a cet intermédiaire-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une vraie relation de confiance avec les entreprises qui sont aujourd'hui notre premier prescripteur. Donc, c'est très fréquent qu'on a des entreprises, quelles qu'elles soient, qui disent, quand elles sont chez un particulier, est-ce que vous avez pensé à contacter la maison de l'habitat parce qu'ils peuvent vous accompagner, que vous soyez éligible ou pas aux aides de l'ANA. Alors, en termes de résultats par rapport à ce programme Habiter Mieux, ce sera la slide suivante. On arrive aujourd'hui, donc sur cette année, à 1250 dossiers qui ont été déposés auprès de l'ANA. Ce qui est plutôt positif, puisqu'on a un taux d'atteinte des objectifs entre 90 et 100% depuis quelques années, avec plusieurs chiffres qui sont très intéressants. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, justement, mais je vous en donne quelques-uns. Aujourd'hui, on a un coût moyen de travaux de 22 000 €, donc on est vraiment que sur du public modeste et très modeste, sachant que la moyenne du département est plutôt aux alentours de 18 000. Et ça nous fait surtout un vrai levier économique pour le territoire, et ça passe bien auprès des élus, ce qui fait que nos politiques habitat ont
plutôt facile à les défendre. Aujourd'hui, on a 27,5 millions de travaux qui ont été générés dans le cadre du programme Habiter Mieux, avec des niveaux de performance qui sont plutôt intéressants, avec un gain énergétique moyen de 42%, et en gros, encore une fois, sur des publics modestes et très modestes, environ 15% de dossiers qui atteignent le niveau BBC Rénovation. Le volet économique, alors le titre de la diapositive, c'est un programme à vocation sociale, c'est l'entrée initiale, mais c'est aussi un programme à vocation économique. Puisque si on suit les ratios ANA sur le programme Habiter Mieux, on arrive à 170 emplois qui ont été créés ou maintenus, et surtout 430 entreprises qui sont concernées, donc qui ont été concernées par le programme sur cette période-là, avec certaines entreprises qui dépassent 1,5 million ou 1,7 million de chiffre d'affaires réalisé. Donc aujourd'hui, ce programme-là, c'est un vrai succès, et on a su capitaliser sur ce qu'on avait pu faire dans le cadre du programme Habiter Mieux pour le diffuser dans le cadre du programme Rénover Mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et demain dans le cadre du programme SAR et la relation avec la CEMOCTA. Aujourd'hui, Maxime, si tu peux passer, s'il te plaît. La façon dont on envisage le programme SAR, ou dont on a envisagé notre candidature au programme SAR, c'est une réelle articulation avec des politiques publiques qui existent. Donc Habiter Mieux, comme je l'ai évoqué à l'instant, donc qui existe depuis 2013, qui sera prolongé jusqu'en 2023. Donc, on a mis un accord de l'État pour le prolonger jusqu'en 2023. Donc ça, c'est vraiment l'entrée initiale. On a une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain sur le cœur de ville de Saint-Dié-des-Vosges. Donc c'est la déclinaison habitat du programme Action Cœur de Ville. Qui est porté par la collectivité. Donc Saint-Dié-des-Vosges, c'est la ville-centre du territoire. C'est un programme qu'on a doublé, nous, avec notre politique de revitalisation des bourgs-centres, qui existe à l'échelle du département, qu'on a décliné à l'échelle de la communauté d'agglomération, et dans le cadre duquel on aura des politiques ou des programmes spécifiques dédiés à l'amélioration de l'habitat, qui sera articulé avec justement le conseiller SAR qui sera mis en place et le conseiller OCTAP dont on parlera juste après. Et un point important, alors là je prends un peu ma casquette agglomération et non PETR, on est sur un territoire, donc l'agglomération est relativement jeune, et puisqu'elle date de 2017, et on est sur un territoire qui est en pleine élaboration d'un PLUIH, avec une réelle problématique aujourd'hui qui est d'être un territoire détendu en termes d'habitat, donc un fort niveau de vacances, notamment dans les centralités, et l'enjeu de rénovation énergétique notamment, mais pas que, est vraiment très important, et c'est un des axes majeurs aujourd'hui du PLUIH. Donc aujourd'hui, on arrive vraiment à une conjonction de facteurs autour de la rénovation énergétique qui fait que le programme SAR, le programme Habiter Mieux, le PLUIH sont vraiment des programmes qui s'articulent et qu'on va conforter dans le cadre du programme SAR sur la période 2021-2023. Alors, je vais vous présenter après un schéma qui peut paraître un petit peu barbare, mais qui est relativement simple. Je vous ai retracé le schéma d'un porteur de projet. Alors, on va commencer par la partie gauche de la diapositive, qui est le cœur du sujet. Un porteur de projet, aujourd'hui, alors si je prends le fonctionnement actuel, on a la chance aujourd'hui d'avoir l'équipe qui porte Habiter Mieux en régie, le conseiller Info Énergie, le conseiller qui s'appelle aujourd'hui Rénover Mieux, plus une autre personne qui s'occupe spécifiquement des dossiers MaPrimeRénov', qui sont dans les mêmes locaux. Donc ça, c'est un réel plus, c'est un réel facteur de développement et d'émulation par rapport à ce programme-là. Donc, un porteur de projet aujourd'hui, il arrive à l'accueil de la maison de l'habitat, et c'est ce qui se passera à partir aussi du 1er janvier 2021 dans le cadre de SAR. Il est orienté directement vers les bonnes personnes et vers les bons programmes. Alors, vous voyez sur la slide, que ce soit sur la partie gauche ou sur la partie droite, d'ailleurs, il y a beaucoup de travail qui est réalisé en régie. Ça, c'est un vrai choix politique qui a été fait pour avoir une meilleure maîtrise et une meilleure réactivité par rapport à des porteurs de projets ou à des adaptations qui seraient à faire sur les programmes. Donc aujourd'hui, l'accueil de la maison de l'habitat oriente les personnes. On a les 3 niveaux classiques dont on a parlé tout à l'heure dans le cadre du programme SAR, ce que nous on appelle renseignement de base, donc c'est du conseil vraiment de premier niveau. Premier niveau, c'est de l'acte 1 du programme SAR, donc qui sera réalisé en régie. Des personnes qui seraient éligibles au programme Habiter Mieux et qui rentreraient vraiment dans les clous du programme Habiter Mieux sont réorientées sur l'équipe du programme. Ou alors, si elles n'y sont pas, on passe sur la phase conseil personnalisé dès lors qu'on y arrive. C'est un peu ce qu'expliquait David tout à l'heure, ainsi que Maxime. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le particulier le plus loin possible, de faire monter en gamme, entre guillemets, son projet, sans pour autant le forcer à aller jusqu'au bout du bout. C'est vraiment le rôle des différents conseillers, des différentes personnes qui interviennent sur ce programme,
c'est vraiment d'accompagner le particulier jusque là où lui est en capacité ou a la volonté d'aller. Donc une personne qui n'a pas besoin de conseil personnalisé, bien sûr, on ne va pas la forcer, mais pour le coup, le conseiller SAR fera cette partie conseil personnalisé vraiment toujours en régie. Donc, encore une fois, si le conseil personnalisé suffit, ben, on s'arrête là, ou alors on passe sur les actes 3 ou directement sur l'acte 4. Et contrairement à ce que Octave, ce que Maxime disait tout à l'heure, nous, on a développé une partie audit dans le cadre du programme SAR, puisqu'on a constaté de par l'expérience, que la partie audit, des fois, était vraiment un facteur clé d'aide à la décision et de passage à l'acte. Alors, on n'a pas mis des objectifs énormes sur cette partie audit, mais on l'a quand même conservé justement parce que c'est un facteur. Après, encore une fois, ce n'est pas une obligation. Si on a besoin d'un accompagnement personnalisé, sans audit, on va directement sur la partie accompagnement personnalisé. Donc, on arrive sur les actes 4, 4 bis et 5. Donc là, le territoire conventionne avec Octave, essentiellement sur les 4 bis et niveau 5, sur les projets qui sont les plus complexes. C'est vraiment ce qui nous manquait aujourd'hui. Quand on a développé le programme Rénover Mieux, par exemple, on allait plus loin. Je vous disais qu'on allait plus loin qu'Habiter Mieux ou sur des personnes qui n'étaient pas forcément éligibles au programme Habiter Mieux. Ce qui nous manquait, et ceux sur lesquels on a travaillé avec la région et la SEM Octave, c'était notamment la brique financière. Aujourd'hui, on s'était posé des questions depuis 2017 sur quelle brique financière on peut apporter à nos porteurs de projets. On a imaginé plein de choses, hein, avoir une discussion directe avec une banque, que ce soit au niveau local ou au niveau régional, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas la taille critique qui fait qu'on puisse avoir une relation privilégiée avec une banque. Et on a ce côté technique qui est un vrai sujet, puisque accompagner jusqu'à la maîtrise d'œuvre, ça nécessite des compétences particulières et des assurances particulières qu'aujourd'hui le territoire n'a pas. Donc nous, la chance qu'on a avec Octave, c'est que Octave sait aussi s'adapter à ce qui existe sur le territoire. Et il n'est pas question que Octave dise moi j'arrive, c'est moi qui fais acte 1, acte 2, acte 4, acte 5. Nous, notre convention avec Octave, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, elle sera spécifiquement sur ces actes 4 et 5. Sur la partie droite du schéma, j'ai distingué un petit peu le PARU dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'elle est portée directement par la communauté d'agglomération, où là encore, les dossiers qui sont relativement classiques, que ce soit de la rénovation énergétique ou pas d'ailleurs, sont accompagnés en régie, et on positionne l'accompagnement d'Octave sur les dossiers qu'on va dire les plus complexes, et un sujet dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, qui est notamment l'accompagnement des copropriétaires. Alors, Maxime en dira peut-être un mot tout à l'heure dans les questions. Sur Saint-Dié-des-Vosges, on a un vrai sujet. Donc, typiquement, on a un dossier qui est en cours où on aura besoin d'Octave dès le 4 janvier, qui est la signature de la convention, où on a une copropriété de 28 logements qui est très motivée, et on a besoin de compétences particulières par rapport à ça. Pour terminer, je vais vous remontrer trois slides que j'avais déjà faites en 2017. Aujourd'hui, la philosophie depuis 2017, la philosophie qu'on veut développer sur le territoire, c'est ces trois bulles qui sont là, hein, entre des solutions innovantes. Alors quand je dis innovantes, c'est au sens innovation territoriale, c'est pas forcément réinventer quelque chose qui n'existe nulle part, mais c'est mettre en place des solutions qui répondent à une réelle problématique sur le territoire, même si la solution existe sur des territoires voisins ou ailleurs en France. C'est vraiment pouvoir adapter les solutions aux réels besoins de notre territoire. Je parlais tout à l'heure de côté marketing. On peut mettre les meilleures solutions en place techniquement parlant. Si on n'a pas une communication forte ou des relations fortes avec des prescripteurs, on n'arrivera quand même pas à massifier la rénovation qui est notre philosophie. Et le volet monétisation, ça c'était un axe fort dès 2017 de la part des élus, qui était de dire c'est pas parce que c'est porté par une collectivité que tout doit être 100% gratuit. Et typiquement, le programme Rénover Mieux dont je parlais tout à l'heure, on a une participation financière des particuliers, des propriétaires, qui va se retrouver derrière dans la SEM Octave, dans le cadre du déploiement du SAR. Et le deuxième schéma, qui date lui aussi de 2017, c'était les facteurs clés de succès de la Maison de l'Habitat et de l'Énergie, donc qui est reconnu aujourd'hui notamment par les élus. C'est qu'on a su aujourd'hui être au carrefour de quatre pôles, entre guillemets. Les habitants, bien sûr, en tant que bénéficiaires, les entreprises dont je parlais tout à l'heure, avec qui on a une relation forte, parce qu'on a réussi à mettre en place une relation de confiance avec eux,
via le préfinancement ou d'autres accompagnements un peu plus techniques. Les partenaires, qu'ils soient financeurs ou pas, on peut parler de la région, on peut parler d'Octave, on peut parler d'Action Logement. On peut parler d'associations d'éducation à l'environnement qui sont présentes sur le territoire et en réponse à la question de tout à l'heure, qui sont en capacité de faire un accompagnement des ménages après travaux pour limiter ce qu'on appelle par un temps tout ce qui est effet rebond. Et mettre aussi autour de la table les élus, parce que les élus aujourd'hui, s'ils ne sont pas moteurs et porteurs de ce genre de sujet, là encore, en tant que technicien, on peut avoir les meilleures idées du monde, on n'arrivera quand même pas, s'il n'y a pas de portage politique, à mettre tout ça en place. Et en conclusion, au final, j'avais sorti une citation que j'avais entendue lors d'une conférence qui n'avait rien à voir avec la rénovation énergétique. C'était en gros croire en l'intelligence de l'innovation. Encore une fois, au niveau innovation territoriale. Hein. Et je pense que pour développer ce genre de programme, il faut être pragmatique, partir des réels besoins ou des réels sujets qui sont évoqués sur le territoire. Il faut oser proposer des solutions. Hein. Des fois, on peut se tromper. Hein. David Lewandowski en est témoin. On peut proposer plein de choses avant de trouver la bonne idée, mais il faut vraiment être persévérant par rapport à ça. Et du coup, parce qu'on est pragmatique et qu'on sait proposer et qu'on persévère, c'est comme ça que nous, au moins sur notre territoire, on a réussi à avoir un réel portage politique qui nous permet, qui me permet peut-être aujourd'hui de vous parler, et qui permet de développer ces politiques de façon ambitieuse. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation. Et donc, effectivement, je vous propose de passer une nouvelle fois aux questions des participants. Alors, question que je vais reprendre bien évidemment dans l'ordre. Alors, Capucine Barcéo, dans les actes 1 et 2, ah oui, donc c'est par rapport à la question qu'elle posait précédemment. Dans le cadre des engagements du SAR, vous avez vu sans doute apparaître 4,3 millions d'euros des collectivités. Je ne sais pas si cette question vous parle. Je pense que ça fait écho à la question qu'il avait posée précédemment sur les financements. Alors ça en fait partie, effectivement. Nous, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais effectivement, il y a une participation de la collectivité aujourd'hui, en plus de la participation régionale et des certificats d'économie d'énergie qui sont apportés. Alors, je ne sais pas si ça peut répondre à la question. Nous, on est parti du principe, alors c'est le cas depuis plusieurs années, d'avoir une cotisation par habitant par rapport à nos EPCI. Donc aujourd'hui, pour l'ingénierie du programme Habiter Mieux, plus l'ingénierie qui est déployée dans le cadre de l'espace info-énergie, du programme SAR, etc., on est à 1,45 € par habitant. D'accord. Alors, je poursuis avec la question de Mathieu RL. Vous travaillez avec quel logiciel pour réaliser de la STD? Quelles certifications et conditions administratives pour que le PETR réalise des études de ce niveau en régie? Alors, je me suis peut-être pas exprimé pour le coup. Toute l'ingénierie est portée en régie. Les audits thermiques, par contre, sont sous-traités auprès de bureaux d'études thermiques. Donc, on a passé un marché, on a 4 bureaux d'études thermiques qui ont toutes les qualifications nécessaires. Mais non, les STD ne sont pas réalisés par l'équipe technique. Alors, dans la foire aux questions qui est mise en ligne sur le dossier partagé pour les territoires du Grand Est, il existe donc une foire aux questions du programme SAR qui est mise à jour par l'ADEME et Jonathan Louis sur les actes métiers. Il y a la possibilité aujourd'hui de potentiel pour un territoire qui le souhaiterait. En théorie, c'est possible. Un territoire pourrait potentiellement respecter les critères d'attribution du label RGE pour les audits énergétiques et se lancer dans les audits énergétiques. Théoriquement, c'est possible. Après, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Mais en théorie, effectivement, la collectivité pourrait créer une activité bureau d'études, obtenir un agrément et réaliser des audits. Mais ça me semble pas raisonnable tant sur le plan assurantiel qu'en termes de rôle vis-à-vis du particulier. Nous, la partie énergétique, là, pour rebondir sur ce que disait David, on utilise le logiciel Capri 9 Plus, qui est aussi utilisé par Octave, je crois, pour faire nous, c'est pour des premières simulations et avoir aussi un côté pédagogique par rapport aux particuliers. D'accord. Alors, autre question de Valérie Patricia Rambaud. Avec le temps, l'audit vous semble-t-il aussi nécessaire? Oui et non. J'ai bien précisé qu'on avait mis des objectifs d'audit qui n'étaient pas forcément des objectifs très élevés, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a quand même des personnes qui ont besoin d'être convaincues par quelque chose qui est, qui n'est pas juste la bonne parole du conseiller, qui est quelque chose de plus objectif.
Et certaines personnes restent très réceptives à dire, voilà, j'ai un truc qui est scientifique ou mathématique et qui me permet de dire, si je fais tel travaux, j'aurai tel gain. Moi, je pourrais ajouter que dans le Grand Est, on souhaite effectivement retravailler les évaluations énergétiques qui sont proposées par les conseillers faire aux ménages. On sait qu'aujourd'hui, le simple calcul de thermique des bâtiments ne suffit pas. La demande, enfin le fait générateur d'une rénovation performante, c'est de un, la confiance, ensuite l'offre en matière de travaux qui correspond aux ambitions de travaux du ménage, et ensuite la solution sur le plan financier. Et cette recette, on l'a éprouvée à de nombreuses reprises, et c'est aujourd'hui la recette finalement qui est mise en œuvre par Octave aussi. À l'échelon des territoires sur les évaluations énergétiques, à compter de 2021, les conseillers en fait seront invités à réaliser des évaluations énergétiques qui seront donc qui associent ces trois dimensions, à savoir la thermique des bâtiments avec effectivement l'ordonnancement des travaux, mais aussi des données sur de l'ingénierie financière sur les crédits mobilisables et derrière une estimation sur le coût des travaux. Et en ouvrant en fait le sujet de la thermique des bâtiments à d'autres centres d'intérêt des ménages, on espère que ces évaluations énergétiques joueront davantage l'effet levier qu'elles devraient avoir auprès des ménages. Et donc sur le fond, effectivement, on est complètement d'accord avec la personne qui a posé la question. Un simple calcul de thermique des bâtiments ne suffit pas à décider un particulier. On est d'accord. Et que représente la charte de travail du préfinancement des subventions? Beaucoup. C'est un vrai sujet en termes de gestion, hein, parce que on a 1250 dossiers côté Habiter Mieux qui ont été déposés. Sur 1250, on va dire qu'il y en a en gros entre 450 et 500 qui sont vraiment en cours. Aujourd'hui, il y a une personne à temps plein qui travaille sur la partie préfinancement, donc ça veut dire qu'elle se charge d'encaisser les subventions pour le compte du particulier, elle se charge de payer les entreprises pour le compte du particulier, et il y a un côté qu'on oublie souvent, c'est elle se charge aussi de régulariser certaines choses que le particulier aurait oublié de nous dire, on va dire ça comme ça, puisqu'il paye toujours son reste à charge. L'ANA ayant des calculs à l'euro près, voire au centime près, des fois on a des régularisations de quelques euros à faire avec le particulier qui aurait trop payé. Donc aujourd'hui, ça représente un temps plein qui est bien rempli. Merci. Avez-vous une délégation MaPrimeRénov'? Oui, depuis pas longtemps, mais oui. Et pour le coup, c'est un service qu'on ne fait pas forcément gratuit aux particuliers, puisque pour le coup, il y a une personne qui s'occupe de ça spécifiquement. Donc, on a une prestation. Alors, on avait fixé un tarif à 150 € avant que l'État ne sorte son forfait AMO à 150 €. Donc, ça nous confortait un peu dans notre coût. Donc, oui, on est délégataire MaPrimeRénov', mais dans cette logique de guichet unique, c'est un particulier aujourd'hui qui vient nous voir, qu'il soit éligible à Habiter Mieux ou pas. Il arrive toujours à sortir avec quelque chose, ne serait-ce qu'un conseil, hein, même le conseil de base. Mais l'objectif en tant que guichet unique, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'ensemble du dispositif, y compris sur MaPrimeRénov', même si MaPrimeRénov' siphonne une partie des dossiers du programme Habiter Mieux. Parfait. Est-ce que vous associez la grande distribution, donc par exemple magasin de bricolage? J'ai tendance à dire non. On a eu quelques. Alors, ces magasins de bricolage, c'était plutôt des grossistes en matériaux avec qui on a commencé à avoir des échanges. Ça n'a jamais abouti vraiment pour différentes raisons. Notamment quand il y a eu le programme Habiter Mieux Agilité, où nous, on pouvait monter ces dossiers Agilité, et ils nous prenaient plus pour des concurrents qu'autre chose. Donc, ça a été évoqué, mais c'est jamais allé au bout. D'accord. Alors, est-ce que l'audit est lié à un seuil de travaux? Alors, dans le cadre du programme Habiter Mieux, l'audit n'est pas forcément lié à un seuil de travaux, puisque nous, dans le cahier des charges qu'on a donné au bureau d'études thermiques, on a un gros travail préparatoire pour limiter aussi le nombre d'audits qu'on peut envoyer et pas avoir des audits dont on est sûr au final qu'ils ne donneront pas lieu à des travaux. Donc il y a un gros travail préparatoire qui est fait avant d'envoyer l'audit. Et le bureau d'études thermiques, lui, il a pour mission de faire forcément ces 3 packs de travaux. Donc le pack, ce que j'expliquais, le pack SOS, le pack ECO, le pack ECO+, sauf impossibilité technique bien sûr. Et c'est cet audit thermique-là qui va donner des estimatifs en termes de travaux. Donc on parle plutôt dans ce sens-là.
D'accord. De quel ordre est la participation des publics modestes et très modestes? Alors, si c'est une participation financière, mais modeste et très modeste sur Habiter Mieux, c'est 0 €, puisqu'on n'a pas le droit. Tout bêtement. Après, quand on parle de participation financière ou sur Rénover Mieux, le programme Rénover Mieux, ou sur Ma Prime Rénov', donc Ma Prime Rénov', c'est 150 €. Sur le programme Rénover Mieux qui va se transformer après en SAR et Octave, c'est un petit peu comme Octave, alors, avec des tarifs moindres, mais on a fait une espèce de grille tarifaire en fonction de ce que souhaitent les gens. C'est quelqu'un qui est, alors pour le coup, c'est pas pour les modestes et très modestes, puisque là c'est gratuit, mais quelqu'un qui a juste besoin qu'on l'accompagne pour monter un dossier administratif ou qu'on l'accompagne pour lui expliquer un devis ou des choses comme ça. C'est un tarif qui peut aller à un tarif beaucoup plus élevé si on va beaucoup plus loin, si on l'aide à choisir une entreprise, par exemple. Mais pour les modestes et très modestes, on n'a pas le choix, c'est 0. D'accord. Question de Maryse Combre. Avez-vous pensé à mettre en place un tiers financement autre? Oui, mais c'est très compliqué, donc on n'est jamais allé au bout. Et en fait, les discussions qu'on a avec la région, alors on est accompagné par la région depuis 2013 sur différents dispositifs. David pourra compléter, il y avait notamment le programme OCRE qui était Opération collective de rénovation énergétique, où on avait mis ce côté tiers financement comme l'idéal qui serait à atteindre. Comme je l'ai dit, c'est des choses qui sont compliquées à monter parce que à l'échelle d'un territoire qui fait 100 000 habitants, on n'a pas un poids ou un effet de levier énorme sur des organismes de financement. Donc c'est la raison pour laquelle on y est. Alors, je vais le dire clairement, on n'y est jamais arrivé nous à notre échelle, et c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup avec la région, justement, y compris dans le cadre du déploiement d'Octave, parce que la région commence elle à avoir la taille critique pour faire ça. D'accord. Alors, question de Valérie Patricia Rambaud. Le particulier participe-t-il au paiement de l'audit? Alors, 2 cas. Dans le cadre du programme Habiter Mieux, non, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Dans le cadre du programme Rénover Mieux, puis à partir du 1er janvier du programme SAR, oui, le particulier participe. En gros, ça va être entre un tiers et la moitié. On est en train de caler définitivement la grille tarifaire. D'accord. Et alors, question de Mathieu RL. Comment vendre des audits après avoir réalisé une évaluation thermique préalable? Enfin, comment perçoit le particulier le passage par un bureau d'études lorsque vous avez déjà réalisé une partie du travail? Alors, la perception, très bonne. Après, il y a différents cas de figure, hein. On ne fait pas l'évaluation qu'après 9+ systématiquement. C'est aussi à l'appréciation de l'équipe technique qui réalise l'accompagnement. Donc, on n'a jamais rencontré de soucis par rapport à ça. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le fait de vendre un audit thermique absolument après une évaluation qu'on a pu faire. C'est vraiment si on s'aperçoit que le particulier est très hésitant parce qu'il se dit bah oui, vous m'avez fait votre simulation sur votre tablette, qu'est-ce que ça vaut, etc. Ça serait vraiment le coup de pouce pour faire un passage à l'acte. Donc, c'est pas une difficulté de le vendre, et encore une fois, les objectifs sont très modestes par rapport à ça. Donc, on n'a pas axé, nous, notre candidature au programme SAR en disant on va faire des milliers d'audits thermiques. C'est vraiment un coup de pouce, et on n'a pas un discours commercial en disant on va vous vendre un audit. Comme le disait David tout à l'heure, c'est pas ça qui est le facteur déclenchant, ça peut être un facteur déclenchant sur certains types de publics. Je ne sais pas si ça répond à la question. Eh bien, écoutez, je pense d'ailleurs, donc Monsieur RL a apporté un complément. D'accord, je pensais que c'était un cas Pré9+ à chaque fois, après un audit si besoin. Du coup, je posais la question. Oui, voilà, j'ai répondu. Donc non, c'est pas systématiquement un cas Pré9+. Ok, alors écoutez, pour le moment, moi, j'ai pas d'autres questions. Donc, à tous les participants, vous l'aurez compris, cette webconférence va bientôt se terminer. Donc, si vous avez encore des questions en suspens, c'est le moment de nous les partager. En attendant, moi, je vais me tourner vers nos intervenants et plus spécifiquement vers Sébastien, si vous souhaitez dire un petit mot de conclusion. Oui, merci Alicia. Je suis content de la tenue de cette webconférence parce qu'on a eu effectivement beaucoup de questions, ce qui témoigne effectivement de l'intérêt du dispositif. Je dirais tant sur le plan d'ailleurs régional que d'autres régions, d'autres territoires qui observent aussi et qui suivent ça de près. C'est bien normal, et je pense qu'il
il faut qu'on soit dans un esprit de mutualisation et de partage par rapport aux innovations qu'on peut apporter pour que ensuite chaque territoire se l'approprie, le modifie, l'adapte en fonction de sa propre histoire et de ses propres besoins. Donc là-dessus, je pense que déjà on a réussi ce premier point-là. Ensuite, vous l'avez vu, le processus, il reste quand même complexe avec un certain nombre d'acteurs. Moi, ce que je retiens aussi là-dessus, c'est que les acteurs quand même travaillent de plus en plus ensemble, et ça, c'est excellent parce que c'est au bénéfice de la rénovation des particuliers. Mais ça suffit pas, hein. Continuons à aller dans ce sens-là, continuons au-delà de cette impulsion-là qui s'inscrit dans des échanges déjà existants pour continuer à construire quelque chose avec les territoires, avec chacun des EPCI qui ont pu écouter cette webconférence ou qui vont peut-être l'écouter par la suite, de manière à pouvoir nouer ces partenariats. Octave est une solution, on l'a vu, qui vient s'agencer sur vraiment la partie opérationnelle de la réalisation lorsqu'on est sur des rénovations ambitieuses. Et je pense que ça peut être un facteur décisif pour ces propriétaires qui se sentiront du coup sur l'ensemble du parcours bien accompagnés. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite rajouter quelque chose. Oui, alors pour moi, côté région, j'étais vraiment très heureux de participer à cette conférence avec vous. Hein. C'est vraiment toujours très intéressant de pouvoir partager. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu la tête dans le guidon à la région, à essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Mais c'est vrai que quand on rassemble les différentes pièces du puzzle et qu'on les rassemble, j'étais vraiment très content du résultat que ça a donné. C'est toujours, enfin voilà, la présentation d'Olivier, de Maxime, mis bout à bout avec le cadre assez générique et politique de la région. Je trouve que c'est vraiment, ça donne vraiment un beau résultat et ça donne vraiment envie de continuer à aller plus loin. C'est vrai que la rénovation énergétique, c'est un sujet extrêmement compliqué et donc forcément un travail d'équipe. Et c'est vrai que le plus important je pense qu'il faut retenir là-dedans, c'est que c'est l'équipe qui doit avant tout bien fonctionner pour pouvoir assurer ce service à la population et l'atteinte des objectifs qu'on souhaite avoir en matière de rénovation des bâtiments. Donc merci. Merci beaucoup. J'ai un dernier petit message pour les territoires, c'est quand c'est possible, c'est pas toujours facile à faire, mais c'est vraiment partez des problématiques de votre territoire sans forcément chercher à appliquer une solution qui tomberait du ciel, de l'État, d'une région ou autre. Il faut les impulsions nationales ou régionales. Par contre, je pense que le succès est surtout à destination des publics, parce que le public à Saint-Dié, le public à Carpentras, à Bordeaux ou je ne sais pas où, c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est pas du tout les mêmes sujets. Il faut vraiment partir de ces besoins-là. Sans chercher à appliquer une solution toute faite qui viendrait d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup. Avant de clôturer, moi j'ai reçu 2 petites questions que je vais vous partager, donc de Valérie Patricia Rambaud. Sur votre territoire, qui verse des subventions aux maîtres d'œuvre? Et quelles sont les subventions à l'investissement? Alors sur notre territoire, sur les différents programmes, alors il y a différents types de publics. Hein. Sur la partie, on va dire entrée sociale, habiter mieux, on a les subventions classiques de l'ANA, ça c'est normal. On a des subventions de la région, du département et des EPCI. Plus une commune qui a choisi de le faire en plus, mais ça c'est un petit peu accessoire. Sur la partie accompagnement des publics, type programme SAR, etc. On a les EPCI qui participaient un petit peu, les aides de la région, type Climaction ou autre, et c'est tout. D'accord. Allez-y. Voilà, et côté région, donc effectivement dans le cadre du programme SAR, il n'y a pas de cofinancement apporté par la région sur les activités du programme SAR qui relèvent du champ concurrentiel, exclusivement des financements région pour les services publics, donc les actes de niveau 1, niveau 2 dans la fusée. Parfait. Donc, écoutez, j'ai pas d'autres questions pour le moment, donc je vous propose de clôturer donc cette webconférence.
Donc, écoutez, un grand merci encore à vous pour vos interventions de qualité qui ont généré de nombreuses questions, comme vous avez pu le voir. Merci aussi aux participants pour leur présence et leur dynamisme. Et puis, bien évidemment, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt sur le réseau Énergie. Au revoir. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au Merci, revoir. bonne journée.